Bonjour et bienvenue. Ici à Davos, l'ambiance commence à retomber, les gens commencent à se préparer à dîner et à partir en soirée. Donc c'est le moment pour nous d'avoir des discussions qui me semblent très importantes. Donc, dans un monde où les tensions géopolitiques sont en augmentation, où le multilatéralisme semble de plus en plus délaissé, l'Europe semble manquer de définition, un manque de pertinence sur la scène mondiale. C'est quelque chose dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a parlé ici à Davos quand elle a dit qu'elle voulait que l'Europe prenne les devants. Elle a également parlé d'avoir une commission géopolitique. Beaucoup de mots, mais personne ne semble vraiment savoir ce que cela signifie. Vous le savez ? J'espère, oui. Ce qui est évident, c'est que les 5 dernières années ont été difficiles. Le monde a changé, comme vous l'avez dit dans vos remarques liminaires. Le multilatéralisme est attaqué. Nous constatons une érosion des engagements en matière de règles, de principes, d'accords. Et l'Union européenne a été en quelque sorte absente de ces processus. L'une des raisons est que d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours dû réagir à des choses auxquelles nous n'étions pas préparés. La vague migratoire en 2015, le Brexit en 2016, l'arrivée du président Trump et son nouveau style de politique en 2017, ce sont d'énormes changements et l'Europe avait vraiment du mal à trouver la bonne réponse. Et il n'y a pas eu de bonne réponse. Maintenant, avec le démarrage de la nouvelle Commission et des nouvelles institutions, tout le monde comprend que cela ne peut pas continuer comme cela, car nous deviendrions hors de propos. Et c'est pourquoi la Commission se dit géopolitique. Et nous comprenons que nous devons être, dans un sens positif, plus affirmatifs. Et je pense que c'est bon pour le monde parce que l'Europe est l'acteur qui respecte l'engagement, qui respecte les règles, qui croit aux contrats et aux accords et aux choses liées à l'avenir. D'accord, Emma, je voudrais revenir sur une chose que Miroslav a dit. L'Europe respecte les règles. Est-ce que cela aide ou gêne l'Europe alors qu'elle essaie d'être plus compétitive sur le marché mondial ? Bon, eh bien, tout d'abord, je suis d'accord pour dire que ces derniers jours à Davos, il y a eu des points de vue qui dressent un scénario catastrophique. Alors, tout d'abord, je veux dire que je suis d'accord sur le fait que l'Europe est toujours un bon endroit où vivre et travailler. Vous savez, les inégalités sont plus faibles que dans d'autres parties du monde, la protection sociale est toujours bonne, donc nous avons une société encore résiliente et bien sûr, on a encore beaucoup de problèmes, mais je veux également souligner qu'il ne faut pas oublier que l'Europe est toujours un bon endroit où vivre. Mais si vous regardez notre croissance du PIB, ce n'est pas terrible. Nous parlons de la zone euro à 1,2%, 1,3%, peut-être 1,4% en 2021. C'est la moitié des États-Unis. Emma a mentionné les États-Unis, c'est un partenaire imprévisible, mais est-ce que cela a pu avoir des répercussions positives en apportant une certaine unité dans les buts de l'Europe, car elle doit essayer de se lever seule sur ses deux pieds ? C'est une question pour Pekka. Merci. Je pense que l'Europe est assez bonne en termes de survie, parce que nous avons déjà pensé à maintes reprises que c'était la fin, du moins la fin de l'Union européenne. Nous avons déjà eu des difficultés par rapport à l'euro en tant que monnaie commune. Mais à chaque fois, quelque chose s'est produit et nous avons réussi. Ce qui s'est produit, je pense, ce sont les bonnes réactions à ces menaces que nous avons subies. Nous avons vraiment survécu à notre présidence semestrielle de l'Union européenne. Et si je regarde un peu en arrière sur les questions que l'on a eu à traiter, bien sûr, il y a eu le Brexit. Ce que le Brexit a réellement déclenché, du moins dans mon pays, il a déclenché un fort soutien envers les membres de l'Union européenne. En fait, maintenant, même ceux qui hésitaient voient à quel point il est difficile de partir et combien d'autres nouveaux accords il faut conclure pour quitter l'Union européenne. Alors c'est peut-être mieux de rester. Mais bien sûr, ce qui s'est passé sur les relations transatlantiques n'est pas bon. Il s'agit de la défense. Et je sens en quelque sorte très souvent que nous avons perdu la génération qui a vécu l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, ou tout ce qui s'est passé par la suite. Nous sommes dans une nouvelle situation avec les États-Unis, que nous devons en quelque sorte convaincre de l'importance de la coopération avec l'Europe. Pourquoi nous avons besoin les uns des autres, et ainsi de suite. Et c'est une tâche pour nous.
C'est sûrement une tâche. Bill Burns, en tant que diplomate depuis plus de 30 ans, si vous regardez en arrière et que vous voyez comment les relations des États-Unis avec leurs alliés ont évolué, comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Union européenne et les États-Unis avec un côté imprévisible? Que va-t-il se passer cette année selon vous? Eh bien, tout d'abord, je suis honoré d'être le seul Américain sur cette scène européenne. Je pense que les États-Unis ont un intérêt important envers l'Europe. Une Europe qui est à la fois désireuse et capable de jouer un rôle international plus affirmé. Je pense que c'est un atout, pas une menace. Cela semble parfois être un acte contre nature pour un Américain de le dire. Mais je pense que la réalité est que, comme mes collègues l'ont déjà décrit, nous opérons dans une nouvelle ère de l'ordre international. C'est un paysage international beaucoup plus compétitif et compliqué. Et je pense que dans ce paysage, le partenariat américano-européen compte plus que jamais. Maintenant, ce n'est pas à la mode de dire cela à Washington. Aujourd'hui, il y a une attitude plus dédaigneuse envers les alliances. Nous deux, des deux côtés de l'Atlantique, nous sommes confrontés à d'énormes défis de gouvernance nationale, de dysfonctionnement et de polarisation qui rendent beaucoup plus difficile de faire ses choix. Aux États-Unis, Donald Trump a accéléré mais n'a pas inventé cette dérive que l'on retrouve chez beaucoup d'Américains qui consiste à dire que nous sommes débordés dans le monde et que nous devons nous concentrer sur la modernisation et le développement de notre pays, chez nous. Comme vous le savez tous mieux que moi, c'est la même chose en Europe aujourd'hui. Il n'est donc pas facile de surmonter cette tendance qui consiste à se tourner vers l'intérieur des deux côtés de l'Atlantique. Mais je pense que cela va être crucial si nous voulons faire face à toutes ces transformations massives du paysage dont nous avons parlé ici à Davos. Ok, eh bien prenons un virage serré. Maintenant, nous allons examiner la question du commerce. Maintenant, il semble y avoir une ambiance un peu plus positive ici entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Cela annonce-t-il une amélioration dans les relations commerciales ou l'UE va-t-elle encore être prise au milieu des tensions entre la Chine et les États-Unis sans pouvoir faire entendre sa voix? Je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Peut-être Emma? Ici aussi, nous devons nous rappeler que l'Europe a toujours été là et croit fermement au système multilatéral. C'est très important et Ursula von der Leyen l'a dit très clairement, nous croyons toujours au système multilatéral, nous voulons l'Organisation mondiale du commerce qui doit être réformée, c'est sûr, car elle ne fonctionne pas, mais nous y croyons toujours. Nous avons signé, je pense, environ 40 accords de libre-échange avec 70 pays du monde entier. Je pense donc que l'Europe, pour les accords de libre-échange, est toujours un acteur vraiment important. Et je pense qu'il est très important que cette commission veuille maintenir ce cap. Je pense que si vous regardez au moins la rhétorique des États-Unis et de l'Europe, c'est très différent en ce qui concerne les institutions multilatérales et le multilatéralisme. Et l'Europe est l'un de ces piliers solides, bien sûr, pour lutter en faveur des accords multilatéraux. Et je pense catégoriquement, pour les petits pays comme le mien, ces principes de libre-échange sont très, très importants. Et peut-être juste une remarque à propos des régions arctiques. Nous venons du nord de l'Europe. Ce qui se passe dans l'Arctique est très important. Bien sûr, nous parlons généralement de l'environnement et ainsi de suite. Mais bien sûr, en ce qui concerne la sécurité, beaucoup de choses se passent maintenant. Et cette initiative chinoise de nouvelles routes de la soie et d'autres, les États-Unis examinent très attentivement aussi ce que font les Chinois. Cela nous met dans une situation d'entre-deux. Et bien sûr, le scénario cauchemardesque serait de devoir choisir son camp, soit l'un, soit l'autre. Et ce n'est pas une bonne position pour l'Europe. Nous devons être avec les deux contributions fleurissent, avec les États-Unis et la Chine. Faut-il que ce soit l'un ou l'autre? Il n'est pas nécessaire que ce soit l'un ou l'autre. Mais quand il s'agit de commerce, c'est un domaine où l'Europe est pertinente à l'échelle mondiale. C'est une question de confiance en soi et, si nécessaire, aussi d'affirmation. Et cela est clairement démontré également dans nos pourparlers commerciaux avec les États-Unis. Donc nous sommes un facteur qui ne peut être ignoré. Et nous avons également précisé que lorsque nous empruntons la voie des droits de douane ou des mesures restrictives, il y a 2 ou 3 chaînes que nous pouvons tirer. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous avons également précisé que nous n'allions pas nous asseoir et attendre. Et la Chine est également l'un des facteurs que l'Union européenne comprend parfaitement. La concurrence, la confrontation mondiale entre les États-Unis et la Chine va dominer le développement mondial dans un avenir immédiat.
Nous ne voulons pas être un terrain de jeu pour ces deux parties. Nous comprenons donc que pour protéger nos intérêts globaux, nous devons avoir une position très distincte. Et c'est différent de la position américaine, car pour nous, la Chine est un défi d'une part, mais c'est aussi une terre d'opportunités d'autre part. Et ce n'est pas un hasard si l'Union européenne va avoir 2 sommets avec la Chine cette année. Et nous avons déjà adopté notre stratégie sur la Chine l'année dernière. Cela dépend aussi peut-être de notre survie en tant qu'acteur géopolitique, de redresser notre politique chinoise et de le dire très clairement à tous nos partenaires. Mais comme on le disait, potentiellement mettre l'UE sur une trajectoire de collision avec les États-Unis, c'est presque un débat en soi. Si nous sommes passifs, silencieux, alors nous serons vus comme inutiles ou nous serons obligés de suivre les politiques américaines sur la Chine. Mais comme je l'ai dit, la politique américaine sur la Chine n'est pas la politique de l'Union européenne sur la Chine. Nous devons le dire très clairement. Et dans quelle mesure les États-Unis définissent-ils le rôle stratégique de l'UE à l'échelle mondiale ? Dans la technologie ? Dans la technologie, mais peut-être aussi géopolitiquement, car il semble que sans les États-Unis en tant que partenaire, l'UE doit complètement tout redéfinir, de la technologie à la géopolitique. D'accord, mais je dirais que c'est une voie à double sens. Et comme j'ai essayé de le dire au début, je pense qu'il faut un nouveau pacte dans les relations transatlantiques. Ce ne sera pas identique au monde que nous avons connu pendant la guerre froide ou pendant le premier quart de siècle après la fin de la guerre froide. Il va falloir un nouvel équilibre dans la relation. Et c'est encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, aux Européens avec l'OTAN, mais aussi l'Union européenne elle-même, d'être prête à prendre plus de risques, à assumer plus de responsabilités, à prendre plus d'initiatives. Et les États-Unis sont prêts à s'en féliciter. Je pense que c'est une prescription pour un large succès de la communauté transatlantique, tout en regardant tous ces nouveaux défis du climat à la technologie, en passant par la concurrence géopolitique. Je voulais dire que le style de la nouvelle administration américaine a produit beaucoup de désaccords entre les États-Unis et l'Europe, ce à quoi nous ne sommes pas habitués. Mais la bonne chose et l'effet positif est que l'Europe se rend compte qu'elle doit devenir plus indépendante, plus émancipée. Nous vivions depuis des années en suivant commodément l'exemple américain parce que nous partageons les valeurs, les buts, les objectifs. Maintenant, nous pouvons avoir la même évaluation de la situation en ce qui concerne le rôle de l'Iran, par exemple. Mais nous ne savons pas si l'accord sur le nucléaire est un moyen de résoudre le problème ou non. Nous apprenons donc à nous lever. Apprendre à se lever, mais qu'en est-il en termes d'émancipation, comme vous venez de le dire, en termes de force de défense? Ursula von der Leyen disait encore une fois que l'Europe doit développer cette force de défense. Cela ne semble pas réaliste. L'Europe peut-elle devenir une puissance dure? Nous devons le faire, bien sûr, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable processus en cours. C'est juste une ambition, disons. J'ai ici une opinion très forte et très claire. Notre seule protection est l'OTAN. Et nous ne devons pas essayer de construire une structure parallèle. Il n'y aura pas deux budgets de défense, pas deux états-majors, etc. Nous devons renforcer davantage le pilier européen sous le parapluie de l'OTAN. Je peux comprendre nos amis américains s'ils sont agacés en lisant des déclarations audacieuses sur une défense autonome ou même une armée européenne. Même les membres européens deviennent nerveux à ce sujet. Oui, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a donc rien au-delà des déclarations. Nous avons une discussion sur la façon d'avoir plus de cohésion, d'être plus cohérent. Mais cela ne sera pas le cas et il n'y aura pas d'armée européenne. Je voudrais juste changer de thème maintenant parce que le temps presse. Regardons la question du climat parce qu'il y a une lueur d'espoir dans ce nuage très sombre. L'Europe parvient à prendre le leadership avec son plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. D'un point de vue commercial, Emma Marcegaglia, pensez-vous que c'est réaliste? Pensez-vous qu'il y a une volonté d'investir 1 000 milliards d'euros pour rendre cela possible? La mise en place de ce plan est-elle réaliste?
Comme je l'ai déjà dit, je pense que les entreprises comprennent cela. Il y a des industries qui sont plus exposées, d'autres qui le sont moins. Mais comme je l'ai expliqué, nous avons besoin d'une approche pragmatique. À mon avis, nous avons absolument besoin d'un prix du carbone, mais cela doit être un prix mondial du carbone. Et ici, nous en revenons au rôle géopolitique de l'Europe. Je pense que l'Europe devrait utiliser sa capacité à conclure des accords de libre-échange ou à faire du commerce avec d'autres parties du monde et à fixer des normes à ce sujet. Parce que nous devons être très clairs à ce sujet. L'Europe représente 9% des émissions mondiales. Nous pouvons tout faire, nous pouvons aller à zéro. Mais si nous n'avons pas à bord les autres parties du monde, nous ne gagnerons pas la bataille. Nous devons tout faire, mais par exemple, je pense que c'est une sorte de diplomatie climatique. Dans les accords de libre-échange avec tous nos partenaires, nous devons fixer des normes sur le prix du carbone. Nous devons faire des normes sur ces choses-là. Est-ce que cela pourrait relancer la croissance dans l'Union européenne si elle fait vraiment avancer cette neutralité carbone en prenant les devants? Cela pourrait-il aider à ramener la compétitivité sur le marché européen? Eh bien, je pense que c'est bon et cela pourrait nous apporter de nouveaux secteurs industriels et de nouvelles possibilités. Et je suis entièrement d'accord pour dire que nous devrions avoir une taxe mondiale sur le carbone. Plutôt un prix mondial du carbone. Et une taxe mondiale sur les vols et ainsi de suite. Il va falloir commencer quelque part, car quand vous voulez commencer quelque chose au niveau mondial, très souvent ça ne marche pas comme ça. J'utilise toujours la Californie comme exemple sur les problèmes d'émissions des voitures. Aux États-Unis, c'est un État qui a élaboré sa propre législation et qui a déclenché tous les changements dans l'industrie automobile. Toyota a été assez rapide pour réagir à cela. Mais l'industrie automobile européenne a été beaucoup plus lente. Je pense qu'un domaine peut faire la différence et c'est pourquoi l'Europe devrait et pourrait faire, je pense, ce pas réaliste en avant vers la neutralité carbone d'ici 2050 et elle pourrait également soutenir l'industrie européenne de bien des manières. Il nous reste peu de temps et probablement juste 1 minute chacun. Et je voudrais que vous nous laissiez une idée clé. Si nous regardons à nouveau en fonction de vos différentes industries et de vos propres conditions de vie, en ce qui concerne vos emplois, la politique, les gens que vous rencontrez, comment l'Europe peut se donner une nouvelle voix plus forte face à ses partenaires très forts dans les domaines du climat, de la géopolitique ou du commerce? Et je voudrais commencer par vous, Bill. Je pense qu'il va falloir réduire l'écart entre l'ambition et la réalisation. Et je pense qu'il est important de parler de l'émancipation et d'autres types de termes pour créer un rôle européen plus affirmé. Mais il y a un grand écart entre cette rhétorique et la prise de décisions difficiles, que ce soit au sujet du climat, de la compétitivité économique, de la sécurité et de l'organisation de la défense. Réduire l'écart entre l'ambition et la réalisation, cela fait-il partie du problème de l'Europe? Bien sûr, cela fait partie du problème. Mais je mentionnerai en fait l'importance de ces mouvements sociaux et citoyens sur ces sujets. En fait, nous pouvons argumenter rationnellement. Cela prendra du temps et c'est difficile et nous ne pouvons pas nous le permettre et ainsi de suite. Mais lorsque vous avez devant votre Parlement 1000 jeunes chaque vendredi et que vous passez au milieu de cette masse pour rentrer au Parlement et que ces jeunes vous saisissent la main et disent « Que faites-vous aujourd'hui pour empêcher le changement climatique ?» Et puis, quand j'ai demandé à ces enfants « Qu'en est-il de vos professeurs ?» Que disent-ils quand vous êtes tous les vendredis ici et non à l'école? Premièrement, les enseignants disent « Non, 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 vous devriez être à l'école. » Mais en arrière-plan, ils disent « Oui, c'est bien que vous soyez actifs. » Et il y a une jeune génération qui est extrêmement active sur cette question. Et c'est une réalité, ce mouvement social dans nos pays, sur notre continent, mais aussi sur d'autres continents. Et ces gens font un grand changement dans notre société. Regardons-nous suffisamment la jeunesse en pensant à l'avenir de l'Europe? Je pense que la vision de cette commission d'avoir ce grand accord vert, c'est très important. La vision est importante. C'est aussi un moyen d'avoir la jeune génération avec nous, d'avoir plus d'optimisme. Donc je crois totalement que les dernières phrases d'Ursula von der Leyen lors de cette conversation privée avec nous étaient « fournissez des résultats, fournissez des résultats, fournissez des résultats ». Absolument, allez-y.
Oui, je pense que la chose la plus importante pour nous en Europe est de mettre tous nos œufs dans le même panier, parce que l'Europe est plus influente, plus puissante lorsqu'elle agit dans l'unité, lorsqu'elle inspire le reste du monde, lorsqu'elle propage son soft power. Je pense que la politique climatique, l'approche climatique est un bon début. Donc, il semble y avoir un consensus au sein de ce panel sur le fait que l'Europe doit agir avec unité. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour en discuter. Merci à tous d'avoir également participé à ce débat.